Voilà, donc j'ai le grand plaisir de présenter, et encore une fois, ce sont des présentations qu'on n'a pas besoin de faire à bien des égards. Ginette Michaud, qui est professeure émérite au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal et qui est membre depuis 2005 du comité international responsable de l'édition des séminaires de Jacques Derrida, dont elle a en particulier coédité les volumes, c'était d'ailleurs je crois les volumes inauguraux de cette entreprise éditoriale, du séminaire La Bête et le Souverain, paru chez Galilée en 2008 et 2010, et de même du séminaire Le Parjure et le Pardon, paru au Seuil en 2019 et 2020. Elle prépare actuellement avec Nicolas Coton l'édition du séminaire Répondre du secret, un séminaire que Derrida avait tenu à l'EHESS en 91-92. Ginette est l'auteure d'une œuvre très ample. Elle a consacré plusieurs ouvrages à Derrida lui-même. Tenir au secret, Derrida Blanchot, chez Galilée en 2006, réédité en 2017. Veilleuse, chez Nota Bene en 2009. 2 volumes consacrés aux lectures de Derrida et Cixous, Battement du secret littéraire et Comme en rêve, chez Hermann en 2010. Jacques Derrida, L'art du contretemps, chez Nota Bene en 2014. Derrida, Ceylan, Juste le poème peut-être, chez Hermann à nouveau en 2017. La vérité à l'épreuve du pardon, aux Presses de Montréal en 2018. Sarah Kaufmann et Jacques Derrida, Croisement, écart, différence, avec Isabelle Huller chez Hermann en 2018. Elle a aussi coédité le cahier de Lerne sur Derrida en 2004, ainsi que plusieurs ouvrages collectifs, Appel de Jacques Derrida, donc Hermann 2014, et Sarah Kaufmann, Philosopher autrement, et également un ouvrage consacré à René Major, La psychanalyse à venir en 2022. Ginette s'intéresse également à la question de l'art du point de vue de la déconstruction et a coédité un recueil des textes de Derrida sur les arts, Penser à ne pas voir, à la différence en 2013, ainsi qu'un volume sur l'architecture, Les arts de l'espace, également à la différence. Son dernier ouvrage porte sur la question des nouvelles poétiques de l'ekphrasis en déconstruction, aux Presses de Montréal, encore en 2022. Ginette a été élue à la Société royale du Canada en 2011 et a reçu en 2017 le prix Adrien Pouliot. Alors, je ne sais pas ce que représente l'acronyme de l'ACFAS, tu me diras, pour la coopération scientifique avec la France. Enfin, visiblement, c'est voilà, un rare entre la France et le Québec. Ginette, à toi la parole. D'abord, un très grand merci aux organisateurs pour leur invitation et pour surtout ce colloque si nécessaire. Je suis très touchée d'avoir été invitée à y prendre la parole et évidemment, ce que je dirais sera un peu sur le mode du glissando et marquant un certain décalage culturel et aussi géographique, étant donné mon lieu d'énonciation qui est assez excentré à Montréal. Il y a je rappelle quand même peut-être le titre parce que je me suis précipitée sur les mots qui me faisaient le plus peur. Il faut parler juste très encore plus. Puis peut-être que sinon, je suis D'accord. assez limitée dans ce que je peux faire pour aider. Alors, du virus et de ses variants, retour sur le ressentiment, le racisme et le wokisme, entre guillemets, wokisme. Il y a 1 an avait lieu à la Sorbonne un colloque qui, sous le titre Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture, mena une virulente charge polémique et médiatique à l'encontre de Jacques Derrida, en exhortant à déconstruire la déconstruction, rien de moins. Je dis virulente charge polémique et médiatique car l'une ne va pas sans l'autre, et ce fut même ici la source d'une violence accrue, parce que ce genre de déchaînement, qui était jadis l'affaire des médias, s'est produit au sein même de l'université. Situation qui inquiète à juste titre, même si elle n'est pas nouvelle, puisque l'université, celle des humanités à venir que Derrida appelait de ses vœux dans l'université sans condition,
fut alors directement mise en cause dans l'autonomie de sa recherche par le pouvoir en place. Ce n'était certes pas la première fois, loin s'en faut, qu'une offensive aussi concertée visait la déconstruction ou le nom de Derrida, les deux étant devenus depuis longtemps des substituts l'un de l'autre. En fait, on ne saurait trouver un moment où, depuis le triple coup d'envoi en 1967 de son projet philosophique avec la voile et le phénomène de la grammatologie et l'écriture et la différence, un seul moment où l'œuvre de Derrida n'a pas fait l'objet de telles attaques de la part des conservateurs de tous bords, pour les désigner poliment, tant aux États-Unis, au Royaume-Uni qu'en France et ailleurs. Plusieurs universitaires qui ont pris position lors de cette récente attaque n'ont pas manqué de relever combien cette querelle rappelait celle du politiquement correct du début des années 90 ou encore le débat attisé par la pensée 68, ce pamphlet qui sévit toujours dans l'espace public et que Derrida avait critiqué dès sa parution en 1985 et à plusieurs reprises par la suite, dénonçant jusqu'en août 2004, quelques mois avant sa mort, la confusion que ce livre entretenait autour de la dite et mal nommée French Theory et autres postmodernism, en rassemblant au nom de l'anti-humanisme des penseurs aussi différents que Lacan, Bourdieu, Foucault et Deleuze. D'une certaine manière, Derrida, on ne s'en étonnera pas, avait déjà répondu et analysé le procès qui lui était fait hier comme aujourd'hui, et nul doute qu'il ne se faisait aucune illusion sur ceux qu'on lui réserverait à l'avenir. Je cite, « Je déteste et conteste l'image qu'on voudrait de plus en plus répandre quand, dans la presse, on essaie de feindre de me prendre pour un survivant, voire le seul survivant d'une génération qui n'était d'ailleurs pas exactement la mienne, Lacan, Althusser, Deleuze, Foucault, Lyotard, la pensée 68, quoi. C'est vrai en un sens, mais en un autre sens, si vous m'en donniez la place, je démontrerais en quoi c'est faux, et au fond, comme une pulsion de mort, pernicieux. Tout comme l'image courante du philosophe le plus traduit ou le plus lu à l'étranger, surtout aux USA. Erroné et pervers, là encore, autre manière de m'expulser ou de tenter de limiter mon audience, comme celle d'un imam indésirable dans la culture de son pays. Ce sont les médias les moins bien informés ou les plus incompétents qui répandent massivement ces clichés du ressentiment. Fin de citation. Tout est dit, n'est-ce pas, et jusqu'à l'anticipation du jeu de mots, je mets l'expression entre guillemets, de l'ex-ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, devenu lui-même viral en quelque sorte, quand, dans son discours d'introduction au colloque, il compara la French Theory à une infection. On était alors en janvier 2022, en pleine pandémie de la COVID-19 vague Omicron, déclarant, d'une certaine façon, c'est nous qui avons inoculé le virus avec ce qu'on appelle parfois la French Theory. Maintenant, nous devons, après avoir fourni le virus, fournir le vaccin. Plus encore que ce mauvais jeu de mots, ce qui retient l'attention, c'est à quel point tous les affects en jeu avaient très exactement été pressentis par Derrida. Pulsion de mort, perversité, désir d'expulsion et ressentiment. J'y reviendrai dans un instant. Dans son essai qui vient de paraître à Montréal, Derrida en jeu, Elizabeth Rothenberg souligne elle aussi que, je le cite, « Derrida a été particulièrement gâté par les réceptions hostiles et les incivilités académiques. Lorsqu'il parle dans son entretien de 2001 avec Elisabeth Rodinesco des efforts compulsifs, souvent pathétiques, apeurés ou désespérés pour discréditer à tout prix, et non seulement mon travail bien sûr, mais toute une configuration à laquelle il appartient, et qu'il lui rappelle ce triste privilège, j'attire une agressivité plus tenace et plus acharnée, on ne peut s'empêcher de penser à la déclaration de Freud dans Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique 1914, selon laquelle la psychanalyse fait apparaître ce qu'il y a de plus mauvais chez tout un chacun. Et nous n'avions certainement pas besoin de Steve Bannon, poursuit-elle, ou de son expression « Deconstruction of the Administrative State » pour nous dire que la déconstruction fait apparaître ce qu'il y a de plus mauvais chez tout le monde. Ici, je me permets, toujours Elisabeth qui parle, je me permets d'évoquer une expérience personnelle. Quand j'ai rencontré Derrida pour la première fois dans les années 90, les grandes purges étaient en cours. La déconstruction était en train d'être éliminée de toutes les grandes universités américaines.
et autres signes des temps, outre bien sûr la publication de Signs of the Times, Deconstruction and the Fall of Parlement de David Lehman, DC Comics venait de publier une série de bandes dessinées dans lesquelles Justice League Europe se battait et finissait par vaincre un ignoble scélérat du nom de Deconstructo. Les titres des bandes dessinées étaient, et il y en avait 3, Doomed by Deconstructo, A League Deconstructed, It All Comes Apart. Certes, les guerres culturelles ne datent pas d'hier. Jean-Michel Rabaté nous l'avait également rappelé dans son essai intitulé Les guerres de Jacques Derrida. Et il n'y a toujours pas de quoi sourire, d'autant que c'est souvent là l'argument utilisé pour déprécier Derrida, comme le voit bien Rothenberg en citant un propos de Richard Bernstein, qui résume ce type de persiflage. There are those who think he is a self-indulgent scribbler who delights in irresponsible wordplay, punning, parody. L'homme ne faisait que jouer, il n'était pas sérieux. On pourrait certes évoquer bien d'autres querelles, que ce soit l'affaire Deman, celle des impostures intellectuelles de Sokal et Bricmont, ou la dite affaire Heidegger, la polémique avec Austin et Searle, les critiques répétées comme des mantras au sujet des supposés nihilismes et relativismes de la déconstruction, ou encore les débats houleux qui ont suivi l'apparition de Speck de Marx, et j'en passe. Faut-il répondre? Et comment? Quelles seraient les conditions d'une réponse juste? Me revient à l'esprit un texte de Derrida qui suivait Demeure pour Maurice Blanchot, et qu'à l'époque j'avais trouvé curieusement placé à la fin de cet essai, c'est-à-dire à la fois bien et mal placé, en déplacement, à contretemps. Je vais citer ce texte parce qu'il constitue une réponse exemplaire depuis le temps du futur antérieur à l'attaque de 2022. Voici ce que Derrida aura déjà répondu à ses adversaires. Et notons la dégradation du langage, là où on parlait encore au siècle dernier d'ennemis ou de détracteurs, on en est aujourd'hui aux éradicateurs, annulateurs et autres terminateurs. Je situe brièvement le contexte. Dans ce texte intitulé « Lire au-delà du début » ou « du venin dans les lettres », Derrida relate qu'il a été pris à partie pour une brève allusion à Curtius qu'il avait cité dans son essai et beaucoup plus tôt dans De la grammatologie, ce qui lui vaut une venimeuse Letter of the Editor dans le Times Literary Supplement du 2 mai 1997. Il se demande alors s'il faut répondre à cette insulte, à la fois, dit-il, grave, comique et symptomatique, émanant d'un scholar qui, tout en l'accusant de charlatanisme intellectuel, déjà l'insulte, confond deux dialogues de Platon, le Phèdre et le Phédon, sous prétexte que les deux titres commencent tous les deux par PH. PH comme dans Pharmacon, ce poison remède auquel on aura comparé les lettres. Je cite Derrida. Doit-on répondre à un correspondant qui confond d'abord entre eux plusieurs dialogues de Platon et ensuite la discussion avec l'injure? Quand on n'est pas soi-même découragé par de telles agressions, doit-on les encourager en les prenant au sérieux? Doit-on répondre en risquant de légitimer des méthodes si néfastes à la discussion, à la recherche et finalement à l'espace public et académique? Doit-on répondre à des gesticulations haineuses quand elles s'avancent à travers des signes aussi inquiétants d'ignorance ou d'obscurantisme? Doit-on répondre, enfin, dans un journal qui semble faire de ces déchaînements contre moi une sorte de spécialité, un genre en soi, depuis, me dit-on, qu'un certain doctorat honoris causa m'a été conféré par l'Université de Cambridge. Soulignons que cette lettre appartient à une série de missives analogues et tout aussi rageuses qui se citent l'une l'autre, qui se passent le flambeau et reprennent toutes, l'une après l'autre, le code et les mots de ceux qui, à Cambridge et ailleurs, à l'occasion de ce doctorat, avaient bruyamment déclaré la guerre à son travail, à sa personne et à ceux qui s'y réfèrent. Derrida poursuit ses questions et conclut « Doit-on répondre, enfin, surtout, dans un journal qui ne respecte pas la déontologie élémentaire, celle qui consisterait à demander d'avance à la personne attaquée ou diffamée si elle souhaite répondre dans le même numéro.
De surcroît, pour répondre dans un journal, même après coup, à une série d'injures publiées par le même journal, il faut faire, pour ce qui est du traitement de la réponse, une confiance que j'ai, hélas, appris à perdre en plus d'une occasion. Voilà pourquoi je prends désormais mes précautions. Quand je crois du moins devoir le faire, je réponds sans précipitation à une date, sous une forme et dans une situation appropriée au sérieux de ce que je voudrais dire. Si j'ai cité cette réponse de Derrida, c'est pour faire droit à l'aspect éthique de la réponse qu'il y indique. Peut-être une bonne fois pour toutes. En l'occurrence, répondre de manière différée, comme pour toute pulsion de mort, préciser toutes les références et les faits, et surtout inviter le lecteur à relire et à analyser patiemment toutes les pièces du dossier, bref, à toujours s'aventurer au-delà du début, ce qui correspond effectivement à ce qu'il entend dans ce mot de réponse, toujours lié pour lui à celui de responsabilité. Mais c'est aussi pour faire écho de nouveau aux affects qui sont au cœur de la polémique déclenchée par le colloque de la Sorbonne, dont on peut en effet se demander de quoi il est le symptôme. Il y a indéniablement là des enjeux de conséquences qu'il faut analyser avec la rigueur qu'ils méritent, et c'est ce que ce colloque fera. Mais comment ne pas insister aussi sur le comique de la situation? Car un ministre de l'Éducation qui utilise sans sourciller cette métaphore du virus au sujet de la déconstruction, il est évident qu'il n'a pas lu une seule ligne de l'œuvre de Derrida, qui, depuis la pharmacie de Platon, 68, n'a cessé d'analyser cette logique du pharmacon dans tous ses effets et mutations, jusqu'à la notion d'auto-immunité si prégnante dans son travail philosophique, et notamment dans le concept du 11 septembre en 2003, pour ne retenir que cet ouvrage. Comment, en effet, ne pas penser à ce que Derrida écrivait dans cette scène primitive emblématique de toute son œuvre, Un verre à soie dans Voile, où, rêvant au sujet de la différence sexuelle, c'est-à-dire au-delà de toute différence sexuelle, ou plutôt de toute dualité des sexes, il montre comment il cultive dans ce vers, je cite, « toute une histoire et toute une guerre des religions. Il le cultivait comme un langage, un phonème, un mot, un verbe, vers lui-même et verdure et verdire et vers et vers et vers et verge et vérité, vérace ou véridique, pervers et vertu, tous ces morceaux grouillants de mots en vers, en plus grand nombre qu'il célébrera plus tard et qu'il rappelle ici une fois de plus sans voile et sans pudeur, ajoutant dans une parenthèse, virus appartient dans son imagination à la même famille, c'est un petit ver pervers et pernicieux, vicieux, ni vivant ni mort, et qui porte la mort à retardement dans la multiplication de soi. Ver et virus font donc partie de la même famille que vérité et véraison pour Derrida. Il est quand même piquant, si ce n'était si désolant, de voir que le ministre ne sait pas ou semble ignorer ce que signifie ce mot « virus » dans la pensée et le corpus de Derrida. Je n'en donne que cet exemple prélevé presque par hasard. Je me dis souvent, et j'ai dû l'écrire quelque part, c'est dans cette confession, que l'intégralité de mon travail, pour le résumer de manière très réductrice, est dominée par la pensée d'un virus. On pourrait l'appeler une parasitologie, une virologie, le virus étant plusieurs choses. Le virus est en partie un parasite qui détruit, qui introduit le désordre dans la communication. Même du point de vue biologique, c'est ce qui arrive avec un virus. Il fait dérailler un mécanisme de type communicationnel, son codage et son décodage. D'un autre côté, c'est quelque chose qui n'est ni vivant ni non vivant. Le virus n'est pas un microbe, et si l'on suit ces deux fils, celui du parasite qui interrompt la destination du point de vue de la communication, interrompant l'écriture, l'inscription et le codage et décodage de l'inscription, et qui d'un autre côté n'est ni vivant ni mort, on a la matrice de tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé à écrire. Loin de rejeter le virus, Derrida entretient donc avec ce mot « chose » une relation aussi ancienne que polymorphe, et il ne lui viendra certes pas à l'esprit de vouloir l'éradiquer comme le souhaite ce ministre, idée bien peu scientifique au demeurant,
Il y aurait beaucoup à dire sur ce désir de liquidation et autres fantasmes de solution. Derrida a, au contraire, très tôt pensé le virus de l'intérieur, si l'on peut dire, c'est-à-dire comme quelque chose qui déconstruisait précisément les limites, non seulement entre intérieur et extérieur, mais celles du vivant même, en le voyant comme quelque chose de ni vivant ni non-vivant, de spectral. Dans cet entretien que j'ai cité, Les Arts de l'espace, qui date de 1994, il fait d'ailleurs aussitôt allusion à une autre limite franchie par le virus, à son éventuelle intersection, oui, il utilise bien cet autre mot, ONI, intersection, entre le sida et le virus informatique, ceux-ci étant deux forces capables d'interrompre la destination. En ce qui les concerne, on ne peut plus suivre leurs traces, ni celles des sujets, ni celles du désir, ni leurs traces sexuelles. Si l'on est attentif à l'intersection entre le sida et ce que nous savons du virus informatique, on a les moyens de comprendre, non seulement d'un point de vue théorique, mais aussi socio-historique, ce qui pourrait être l'interruption d'absolument tout ce qui existe sur Terre, y compris les services de police, le commerce, l'armée, les questions d'ordre stratégique. Toutes ces choses, dit Derrida, se heurtent aux limites de leur contrôle, ainsi qu'à la puissance extraordinaire de ces limites. C'est comme si tout ce que j'ai soutenu au long des 25 dernières années était prescrit par l'idée de destinérance. Le supplément, le pharmacon, tous les indécidables, c'est la même chose. Ça se traduit non seulement technologiquement, mais aussi technologiquement, poétiquement. En relisant ces lignes où Derrida réfléchit sur cet autre virus, celui du sida, on se demande ce qu'il aurait pensé du mot d'ordre du ministre. En tout cas, je reste pour ma part frappée par la répétition, j'oserais même dire la compulsion de répétition, qui se manifeste à 25 ans d'intervalle dans ces deux attaques à l'endroit de Derrida, où dans les deux cas, il est question de pharmacon et de virus, dans une scène où s'exprime un violent rejet du corps étranger. Le virus, bien sûr, mais aussi Derrida lui-même comme étrange corps étranger de l'université française, alors que le pharmacon et le virus dissolvent précisément cette frontière entre propre et impropre, dedans et dehors, hôte et hôte. Précisons d'ailleurs au passage que le terme wokisme, dont la désinence en isme signe déjà la réduction, ne saurait faire partie de la chaîne des indécidables derridiens, même si sa duplicité, sa capacité à passer d'un camp à l'autre, à renverser des acceptions positives en négatives et parfois à les combiner, pourrait faire illusion. Mais comment ne pas être frappé également par la force de l'argument de Derrida, qui imagine avec une clairvoyance pour le moins unheimlich la force du virus et la pandémie que nous vivons quand il observe qu'on a les moyens de comprendre ce que pourrait être l'interruption d'absolument tout ce qui existe sur Terre. Le virus a donc partie liée avec la déconstruction et on ne saurait simplement le liquider comme le fantasme certain. En un sens, on devrait presque savoir gré, mais je n'irai pas jusque-là, à ce colloque d'avoir réaffirmé à son corps défendant, c'est ça le retournement auto-immune du virus, la pertinence de la déconstruction et différer sa disparition. Car comme Derrida nous a appris à le lire dans chacun de ses avis de décès prématuré, trop pressé de proclamer la mort de X, Dieu, Freud, Marx ou Derrida lui-même, on a beau répéter qu'il est mort, ce cadavre c'est indéniable, il continue de faire des petits, des milliards de petits, plus ou moins légitimes, qui portent son deuil, qu'il le sache ou non, qu'il le réclame ou se réclame de lui, même si parfois il clame ou proclame qu'on ne doit plus se réclamer de lui. Alors, en paraphrasant à peine les questions soulevées par Derrida au sujet des noms de Marx ou de Freud, on peut se demander, en substituant à celui de Marx le sien, ce qu'il représente ici. Je cite Derrida, mais en substituant donc son nom. Qui est donc ce Derrida encombrant et interminable, ce Derrida increvable et dont on sait bien que d'une certaine façon il est mort? Mais qu'est-ce que ça veut dire Derrida est mort? Qu'est-ce que ça veut dire Derrida? Qui est Derrida et que veut dire Derrida? Qu'appelle-t-on de ce nom
Qui nous appelle de ce nom? Aujourd'hui, dans ce moment singulier de l'histoire que nous vivons, cette question est-elle légitime? Cette question dérange-t-elle? Trouble-t-elle l'ordre public, l'ordre politique? Un certain ordre semble aujourd'hui à la fois appeler et interdire le nom de Derrida, c'est-à-dire conjurer ce nom, le rendre à la fois inévitable et illégitime. Et dans la suite de ce passage, ce n'est certes pas un hasard si Derrida fait de nouveau référence à la notion de virus, présente tant chez ses héritiers légitimes que les autres, les conservateurs traditionnels. Je cite, « Je souligne ce mot de virus, très précieux ici, parce que la définition d'un virus, c'est d'être un organisme qui n'est ni vivant ni mort, c'est spectral. Qu'est-ce que le nom de Marx, Derrida, a légitimé dans l'histoire du monde et de la politique, et que signifie cette question en scène aujourd'hui? La montrer, la rendre à la fois visible et invisible, c'est-à-dire spectrale. » Que nous apprend cette attaque polémique, outre son vœu de mort assez infantile en dépit de la violence de ses phrases slogans? Sinon, quel est le symptôme d'un travail de deuil en cours, avec tous ces phénomènes de mélancolie, de jubilation, de ventriloquie, sur lesquels Derrida n'a cessé d'attirer notre attention? Oui, nous sommes en plein travail de deuil et surtout en très sérieux déficit d'analyse. J'entends ici le mot au sens fort, psychanalytique. Car autant et plus encore que la déconstruction, survisible dans cette offensive, il me semble que c'est aussi en même temps la psychanalyse qui est frappée d'invisibilité, mise au banc, dans une tentative de refoulement qui fait retour, justement, dans toute cette politique du ressentiment, pour reprendre l'expression de Cynthia Fleury, dans laquelle la colère, l'envie, la jalousie, le virilisme et le masculinisme jouent un rôle prépondérant. Or, la déconstruction et la psychanalyse sont, on le sait, étroitement liées à ce qui résiste et doit résister à ce déterminisme ou cet impérialisme du discours déterministe. Ni sujet, ni moi, ni conscience, ni même inconscience, dit Derrida, mais l'un des lieux de l'autre, de l'incalculable, de l'événement, autrement dit, la singularité qui est exposée en effet à ce qui vient comme autre et comme incalculable. Disons-le, le colloque de la Sorbonne se voulait surtout une provocation et, à ce titre, il nous intéresse médiocrement. Il n'était ni à la hauteur des enjeux de savoir d'un colloque universitaire. Son dénigrement des nouvelles approches théoriques n'a en rien enrichi la réflexion si nécessaire sur les humanités à venir, plus que jamais précaires et menacées. En fait, il correspondrait assez au titre des essais de un des titres des essais de Montaigne, comment l'âme décharge ses passions sur des objets faux quand les vrais lui défaillent. Et pourtant, même s'il a choisi de s'acharner ce colloque sur les mauvais objets, pouvons-nous malgré tout en apprendre quelque chose? Ici, le ressentiment était lui-même le virus qui nous affecte. Comme c'est généralement le cas dans ce genre de polémique où aucun texte précis n'est cité à comparaître ni étudié de manière rigoureuse, il est difficile de dire ce que visaient ces nouveaux censeurs. Au-delà des termes qui déclenchent leur ire, intersectionnalité, racisme systémique, décolonialisme, racisation, et on sait bien que les mots seuls ne veulent rien dire avant d'être énoncés dans une phrase, une syntaxe, une argumentation, on reste en mal de dire quel était le fond du litige, à l'évidence plus idéologique que philosophique. Mais peut-être est-ce justement de fond dont il s'ajustait, tant cette levée d'humeur semblait remonter de loin et n'avoir d'autre fin que ce déferlement d'affect tenant très mal lieu de pensée. Cela dit, on aurait tort de ne pas examiner ces affects, aussi rebutants soient-ils, parce que cette question du ressentiment nous concerne tous et appelle aujourd'hui une déconstruction vigilante. Si nous considérons ce colloque comme un symptôme, c'est que s'y est trouvée validée une certaine forme de jouissance de l'obscur par retournement, comme par stigmatisation inversée. J'emprunte cette expression à nouveau à Cynthia Fleury.
Et c'est pourquoi je suggérais que ce qui est atteint ici, en même temps que la déconstruction, c'est aussi une certaine analyse, une certaine psychanalyse, sans laquelle il n'y aurait pas de déconstruction précisément. Comme Cynthia Fleury le souligne dans son essai Sigil amer, une description souvent juste du ressentiment ne nous protège pas nécessairement de notre propre ressentiment et du fait que le travail de déconstruction est toujours d'abord à mener chez soi. Ce serait là l'un des enseignements, s'il y en a, à tirer de ce colloque. Nous amener à réfléchir sur cette dynamique du ressentiment que cerne bien le mot allemand « Groll », si proche de ces affeux trolls qui infectent les médias sociaux, défini par Max Scheler dans L'homme du ressentiment en 1912 comme cette exaspération obscure, grondante, contenue, indépendante de l'activité du moi, qui engendre petit à petit une longue rumination de haine et d'animosité sans hostilité bien déterminée, mais grosse d'une infinité d'intentions hostiles. Groll, précise-t-elle, c'est la rancœur, le fait d'en vouloir à, et cette énergie mauvaise se substitue à l'énergie vitale joyeuse, devient falsification de la volonté, empêchement de la bonne volonté, privation de la volonté pour. Cynthia Fleury circonscrit plusieurs traits caractéristiques de cette pulsion mortifère qui attaque en premier lieu le discernement, la faculté de jugement. On ne fait plus la part des choses, il n'y a plus de place pour la nuance et la complexité, et cela révèle, en dépit de l'agitation de surface, une renonciation à réagir, une impuissance à agir. Le ressentiment, observe-t-elle, empêche l'ouverture. Il ferme, il forclôt, pas de sortie possible. Le sujet peut être hors de soi, mais en soi, rongeant le soi, et dès lors rongeant la seule médiation possible vers le monde. La perte de la faculté de juger, premier symptôme des pathologies narcissiques et des troubles psychotiques, note-t-elle, est aussi le signe d'un narcissisme blessé en mal de réparation. En attaquant l'autre et en donnant libre cours à sa pulsion de destruction à son endroit, pulsion d'autant plus violente qu'en s'enflant, l'indétermination de l'adresse se fait de plus en plus confuse et globale, le ressentiment masque le fait qu'il est un processus de défense. Cynthia Fleury met également l'accent sur le fait que le ressentiment porte atteinte au langage, en quoi il ne saurait être minimisé ou pire ignoré. Soulignant qu'il est très difficile de débusquer le ressentiment une fois qu'il est cristallisé et durci, elle fait remarquer qu'il constitue un des mots les plus dangereux pour la santé psychique du sujet et celle du bon fonctionnement de la démocratie. Il est important, dit-elle, de saisir comment s'en prémunir, certes institutionnellement, mais aussi cliniquement, ce qui renvoie à l'étude des phénomènes plus pulsionnels du dit ressentiment. Loin de pouvoir l'éliminer ou le refouler, il est donc impératif d'en reconnaître les formes et les effets à la fois collectivement et individuellement. Déconstruire le ressentiment et analyser ce conflit pulsionnel, car ces affects de rancœur, de jalousie, de peur, de colère ne disparaîtront jamais et peuvent au contraire toujours s'allier et se conjuguer, s'avère ainsi particulièrement indispensable dans tous les débats actuels où il faut, par exemple, dénoncer les blessures du colonialisme et du nazisme, démontrer la violence absolue de ces crimes contre l'humanité et leur imprescriptible, la Shoah et l'esclavage, où il faut encore assumer un autre rapport à la vérité historique et affronter les trous noirs de l'histoire en choisissant le dur enseignement de l'histoire scientifique basé sur des faits et surtout déconstruisant sans cesse leur réécriture par les parties prenantes. Ce ne sont pas là des querelles d'historiens, mais des questions, la réinterprétation des récits qui ne basculeraient pas dans le révisionnisme ou la censure, qui sont au cœur du processus démocratique. Et la lutte contre le ressentiment ne saurait se limiter au seul renversement des hiérarchies instituées. Elle doit faire plus pour être à la hauteur des enjeux philosophiques, éthiques et politiques et continuer à produire la vie, à ouvrir coûte que coûte l'avenir. Ce travail n'est pas seulement une posture universitaire. Il est engagement et implication.
et passe par l'entrecroisement, c'est cela l'université, de plusieurs disciplines, et par les nouvelles recherches postcoloniales et décoloniales, les théories du genre et des sexualités, la pensée et les pratiques féministes qui œuvrent à cette transformation des humanités en donnant les moyens théoriques et pratiques de comprendre les revendications qui ont cours dans la société et qui doivent être entendues et surtout reconnues. À défaut d'éliminer le ressentiment, comment peut-on lui résister? Cynthia Fleury indique un certain nombre d'avenues possibles, privilégier la notion d'égalité ressentie, le discernement, l'admiration, la sublimation, l'expérience esthétique, l'art, qui sont selon elle autant d'occasions d'agrandissement ou d'augmentation du moi et qui permettraient de passer outre à la demande de réparation. De manière plus pertinente encore, dans le sillage de la pensée de Derrida, même si elle ne le cite pas précisément à ce moment-là de son texte, donc de Derrida qui questionne les limites de la justice restauratrice dans son séminaire Le parjure et le pardon, elle souligne la voie d'une justice qui se pense par l'action, l'engagement, l'invention, la sublimation et non la réparation ou, pour le dire plus radicalement, l'homme ou la femme du ressentiment, pour éviter de s'enliser dans la position victimaire, comprennent qu'on ne répare pas ce qui a été blessé, cassé, humilié, mais qu'on répare ailleurs et autrement. Ce qui va être réparé n'existe pas encore. Ils comprennent, cet homme, cette femme, qu'il n'y aura pas d'à rebours, qu'il y aura création et non réparation, qu'à défaut de création, il n'y aura que régression. Ce sera quelque chose qui n'a jamais existé et il est assez impressionnant de s'atteler à ce défi-là, créer ce qui n'a jamais existé. Parmi les antidotes au ressentiment, Cynthia Fleury accorde une attention particulière à l'art et à la création. J'aimerais mettre cette proposition à l'épreuve d'une œuvre littéraire un peu plus pertinente pour les questions qui nous occupent. Je me tournerai donc dans le dernier temps de mon exposé vers un récit de l'écrivaine américaine Toni Morrison, paru en 1980, sous le titre presque générique de « Récitatif ». Ce texte vient d'être traduit en français, plus de 40 ans plus tard, avec une postface de Zadie Smith, romancière britannique, nouvelliste et critique bien connue elle-même. Fait intéressant à souligner et peut-être lui aussi symptomatique, la postface est plus longue que la nouvelle. Et je voudrais les lire l'une et l'autre, car la postface a expressément été écrite pour accompagner la réédition de la nouvelle, c'est-à-dire la contextualiser, l'historiciser, la recadrer, la réinterpréter. Et cette question de la réinterprétation d'un événement du passé, soumis au travail du temps et de la mémoire, est déjà au cœur du récit de Toni Morrison, comme on va le voir. Je retiens cette œuvre parce qu'elle me paraît une réponse au sens fort que Derrida donne à ce mot pour saisir la complexité des enjeux liés au ressentiment et au racisme. Dans Playing in the Dark, Toni Morrison précise en effet que cette nouvelle, et c'est la seule nouvelle qu'elle a écrite dans toute son œuvre, donc, a été spécifiquement conçue comme l'expérience d'ôter tous les codes raciaux d'un récit concernant deux personnages de races différentes pour qui l'identité raciale est cruciale. Je résume brièvement l'histoire. Deux fillettes, Twyla et Roberta, âgées de 8 ans, ont été abandonnées, dumped, dit plus brutalement le texte en anglais, par leurs mères respectives, dont on ne saura jamais rien de plus que ce que dit l'Incipit. L'une dansait toute la nuit et l'autre était malade, donc elles sont abandonnées au foyer Saint-Bonaventure où elles vont passer 4 mois ensemble et devenir inséparables. On les appelle salt and pepper, expression idiomatique qui traduit leur amitié, mais aussi sobriquet pointant la question interraciale. Les deux filles vont se recroiser à différents moments de la vie, retrouvailles souvent malaisées, jetant une lumière trouble sur un épisode de leur enfance, une scène d'apparence anodine, mais dont le souvenir ne les a jamais quittées, si tant est que ce souvenir soit fidèle à ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Elles se reverront donc en 4 occasions, et chaque fois, la vérité au sujet de cet événement fera l'objet d'une nouvelle version. Que s'est-il passé dans le verger ce jour-là? Twyla et Roberta ont été témoins d'une scène où les grandes, qu'elles appellent les cagoules, Gar Girls en anglais, d'après le mot que Roberta
avait entendu au sujet des visages de Pierre malveillants décrits dans un cours d'instruction civique. Donc, ces gargoyles sont prises à Maggie, une pauvre employée de cuisine, et l'ont violemment battue. Maggie est vieille, couleur de sable, elle a les jambes comme des parenthèses et porte un petit bonnet vraiment ridicule et surtout, elle est muette. Dans cette nouvelle, Morrison s'emploie à ne pas distinguer les voix de ses personnages, à indifférencier leurs différences en quelque sorte, leurs paroles étant chantées sur la même note selon la définition du récitatif. Cette indétermination ne touche pas seulement les voix, mais s'étend aux perceptions et aux catégories qui servent habituellement de point de repère. Par exemple, Twyla, mais ça pourrait tout aussi bien être Roberta, se dit d'entrée de jeu coincée dans un lieu inconnu avec une fille d'une race tout à fait différente. La formulation rend impossible toute identification précise, ouvrant autrement ces questions en empêchant de bien voir de quoi il retourne. L'indétermination est d'ailleurs encore soulignée dans ce premier paragraphe où il est dit que les deux fillettes changent constamment de lit dans la chambre qu'elles partagent pendant ces 4 mois. Petit détail qui met en évidence la mobilité physique mais aussi psychique ainsi que le déplacement constant des identités qui sera l'opération majeure du texte. Ce qui intéresse dans cette nouvelle, c'est le double foyer que Morrison construit entre, d'une part, la question de la race, perçue et niée par les deux fillettes, et que le récit s'emploie très habilement à ne jamais laisser se stabiliser, et d'autre part, la question du ressentiment et du refoulement, qui oblitèrent leur mémoire commune au sujet de l'épisode honteux qui s'est produit, donc, et qu'elles appellent de façon intéressante le Maggie Thing, un thing renvoyant ici bien à cet épisode, mais aussi frappant Maggie de réification, où elle devient cette espèce d'esclave mutique privée de langage qui va revenir les hanter et les perturber. Ce qui trouble Twyla, ce sont donc deux choses distinctes qui vont se nouer. Le fait qu'elle dénie que Maggie était noire et le fait qu'elle ait participé activement à son agression avec les cagoules. Sur la question raciale, comme sur celle du souvenir refoulé, le récit opère par chiasme, par un jeu subtil de perception qui se renverse, où les deux fillettes de quasi-sœurs qu'elles étaient deviennent des étrangères, puis se rapprochent et s'éloignent encore à travers tout un jeu de symétrie et de dissemblance. Je passe un peu la description de ce jeu-là de dissemblance. La perception donc de la question raciale reste dans le récit de Morrison toujours divisée, dissociée, tout comme le souvenir d'enfance est lui-même perturbant, messed up, comme elle l'écrit. Maggie était-elle noire? Est-ce que Twyla l'a battue ou seulement voulu le faire? Y a-t-il une différence entre le désir de le faire et le faire vraiment en réalité? La dernière réplique de Roberta suggérerait que non. C'est juste que je voulais terriblement le faire ce jour-là. Le vouloir, c'est le faire. Ce qui est intéressant donc dans Récitatif, c'est la manière dont le récit traverse plusieurs versions différentes, réinterprétations qui questionnent les perceptions et les préjugés, les déplacent. Mais ce qui est plus remarquable encore, c'est la manière par laquelle, à la fin du récit, Twyla et Roberta prennent conscience, dans un autre croisement subtil, de ce qui est en jeu pour chacune d'elles dans la figure de Maggie. C'est seulement alors que le ressentiment, l'amertume qu'elles éprouvent l'une et l'autre peut cesser d'être refoulé et trouver une formulation quand Twyla, forcée de démêler ses affects dans toute cette histoire sans pouvoir être sûre de savoir ce qui est vrai et faux, reconnaît que Maggie est une figure substitut de sa mère, mais aussi d'elle-même, de sa propre impuissance. Et la même reconnaissance se produit du côté de Roberta, qui découvre elle aussi qu'elle associait Maggie à sa mère malade. Je me souviens seulement d'elle comme étant vieille, si vieille, et parce qu'elle ne pouvait pas parler. Enfin, tu sais, je croyais qu'elle était folle. Elle avait été élevée dans un établissement comme celui où était ma mère et où je pensais que je serais aussi. C'est là le point où les deux voix s'accordent le plus profondément et où une certaine vérité se fait jour de part et d'autre quant au passé, tant pour les blessures du racisme que pour celles de l'enfance, et ce sans aucun moralisme, ni bien-pensance, ni réparation, bien au contraire.
Si la proposition esthétique audacieuse de Toni Morrison est parfaitement tenue dans la nouvelle, la postface de Zadie Smith impose dans l'après-coup une lecture qui s'attache précisément à scruter tous les moments où cette question de la race ou de la racisation est indécidable dans le récit de Morrison pour la rendre, elle, explicite. Malgré l'intelligence et même la brillance de la lecture de Smith, mais c'est peut-être là le cœur du problème, vouloir éclairer à tout prix ce qui reste dans la nouvelle midi et dans l'ombre, je n'ai pu m'empêcher de trouver ce geste assez violent, voire une mélecture du texte de Morrison. Une dénégation, un retour de refoulé, comme on dit. Zadie Smith pose clairement la prémisse de sa lecture en ces termes. Ce que nous n'apprenons jamais pour de bon, aussi attentif que soit notre lecture, c'est laquelle de ces fillettes est noire et laquelle est blanche. Tout son geste, comme lectrice, va dès lors consister à débusquer le détail crucial qui est retenu. À savoir que nous entendons les propos de Twyla et ceux de Roberta, et bien qu'ils soient parfaitement distincts, nous ne pouvons les distinguer de la seule façon que nous voulons vraiment. Étrange formulation, qu'est-ce que ce nous? Comment savoir ce que veut le lecteur, la lectrice et qui plus est vraiment? Et pourquoi serait-ce la seule façon de lire l'énigme de ce texte? Comme Twyla et Roberta qui ne cessent de revenir sur l'épisode de leur passé sans arriver à l'élucider, la critique revient elle aussi sur cette question qui la taraude. D'entrée de jeu, il lui faut à tout prix savoir qui est qui noire, qui blanche, et elle commence par identifier la narratrice Twyla à l'auteur. Ce doit être elle, la fillette noire, car Toni Morrison est noire. Nul besoin d'insister sur la naïveté d'une telle présomption que Smith reconnaît elle-même comme indigne de l'expérience esthétique complexe qui est menée par Toni Morrison. Mais c'est plus fort qu'elle. Elle ne peut résister à cette compulsion qui l'obsède. Un peu plus loin, elle note « Quand on lit récitatif avec des étudiants, et c'est intéressant que la situation pédagogique vienne sous sa plume, quand on lit récitatif avec des étudiants, arrive un moment où la classe devient mal à l'aise face à son vif désir de résoudre la question, peut-être parce que la plupart des tentatives pour y répondre tendent à en dire plus sur le lecteur que le personnage. » Citant à l'appui la critique Elizabeth Abel qui, dans Black Writing, affirme que la plupart des lecteurs blancs estiment que Twyla est blanche, tandis que la plupart des lecteurs noirs la voient noire. Deux pages plus loin, Smith y revient encore. À ce stade, de nombreux lecteurs commencent à devenir un peu impatients de réintégrer justement ce que Morrison a ôté à dessein. Vous commencez à passer les détails au peigne fin. Smith se livre ainsi à une véritable enquête policière, passant à la loupe chaque indice, non pas pour voir comment Morrison active sans arrêt le passage du noir au blanc et vice-versa, pour déjouer ces catégories, mais bien pour fixer, arrêter le jeu des identifications trop labiles. Tout en tentant de se tenir à la hauteur du défi esthétique de Morrison, la postface de Smith ne cesse donc d'une certaine façon de retomber dans les dichotomies raciales que Morrison veut garder en mouvement. Jusqu'à la fin de son texte, elle reste ainsi fascinée, captive et captivée par cette position ambivalente. Elle essaie d'aller au-delà de ces catégories raciales qui sont questionnées par Morrison et elle y parvient dans son analyse de la figure de Maggie, mais elle reste aussi, en même temps, c'est cela la contradiction du ressentiment, à l'affût de tous les signaux raciaux à débattre. Je cite. « J'ai trouvé impossible de ne pas désirer savoir qui était dans quelle catégorie, Twyla ou Roberta. Ah, je voulais absolument que l'affaire soit débrouillée. Je voulais compatir chaleureusement à un endroit sûr, me refroidir dans l'autre, plaindre celle qui est quelqu'un et rejeter celle qui n'est personne. Mais c'est justement ce que Morrison, méthodiquement et à dessein, ne me permet pas de faire. Ce qui paraît indéniable ici, c'est donc la puissance du ressentiment à l'œuvre, d'ailleurs revendiquée par la critique elle-même. Je le cite de nouveau. « Quant à moi, j'avoue commencer bel et bien à éprouver du ressentiment, quelque chose de plus proche de la fureur, à vrai dire, quand je m'aperçois que le simple fait d'évoquer tout haut de telles réalités
rend certains individus si perplexes qu'ils préfèrent nier ces réalités elles-mêmes, au nom des relations pacifiques, pour mieux oublier. Beaucoup ont cet instinct. Twyla et Roberta aussi veulent oublier et passer à autre chose. Elles veulent chacune rejeter la faute sur l'autre, sur les cagoules ou sur les défaillances de la mémoire elle-même. Cela dit, nous ne pouvons que rejoindre Smith lorsque, dans sa conclusion, à l'image des personnages qui élucident une part de leur responsabilité dans ce qui leur reste obscur dans le souvenir de cette agression, la lectrice se met elle-même en cause, là même où ses positions peuvent parfois être erronées ou même violentes à l'endroit du texte de Morrison. Cet aspect est, je pense, très éclairant pour toute approche du ressentiment où l'analyse de soi s'avère indispensable. 2. La vérité n'est pas une, mais multiple et déguisée sous des faux fuyants. 3. Où l'oubli, la négligence, l'évitement, le refoulement, la bonne conscience, la censure, l'autocensure sont autant de résistances avec lesquelles il faut ruser, voire composer. 4. Où il faut douter de tout présupposé, croyance et certitude quant à ces questions. Et 5. Où, enfin, il faut savoir que l'étude de la question sera pénible, désordonnée, et que l'affaire risque fort de n'être jamais parfaitement réglée. Sur la question du racisme, on le voit, le récit de Morrison ne cesse de déplacer en réfléchissant sur tout le spectre des couleurs, si j'ose le dire ainsi, en jouant de tout le nuancier. Non seulement l'écrivaine démontre toutes les oppositions entre noir et blanc, mais elle montre aussi les préjugés des deux fillettes envers d'autres races, d'autres identités, qui passent par la classe et la sexualité. Plus encore que les figures noir-blanc de Twyla et Roberta, c'est dans cette figure de Maggie que Morrison interroge de manière radicale le racisme. Sa nouvelle fait ainsi un pas de plus et rompt le cercle vicieux du ressentiment parce qu'elle nous incite à le reconnaître en nous-mêmes et qu'elle indique d'autres façons de conceptualiser la différence sans l'effacer ni la codifier. Des valeurs civiques surprenantes, des principes philosophiques neufs, dit Smith, non seulement la catégorisation et la visibilité, mais aussi l'intimité et la gentillesse. Nous n'avons pas toujours à juger la différence, dit Smith, à la catégoriser ni à la criminaliser, encore moins. Nous n'avons pas à la prendre pour une attaque personnelle. Nous pouvons aussi tout bonnement la laisser tranquille. C'est ma conclusion. On vient de le voir dans cette lecture double ou dédoublée de la nouvelle de Morrison et de la postface, il est nécessaire de penser ensemble l'universalisme et la singularité. Comme le remarque Saint-Fleury, les postcolonial studies, les cultural studies, les subaltern studies sont essentielles, car elles nous apprennent souvent à déconstruire l'histoire dans sa version majoritaire. Nous devrions savoir le faire sans elles, mais ce n'est que rarement le cas. Le rapport est donc décisif. Cependant, comme tout courant, elles doivent veiller à rester critiques d'elles-mêmes, à ne pas se laisser aller à la binarité, à l'essentialisation qu'elles combattent souvent par ailleurs. Dès lors, le pacte avec la notion d'universel est nécessaire et reprend ses droits. La diversité, test de crédibilité de l'universalité, mais l'universalité, test de crédibilité de la diversité. Jacob a également rappelé à juste titre au moment du colloque de la Sorbonne que déconstruire l'universalisme ne revient pas à sombrer dans le relativisme, mais à découvrir la pluralité peut-être irréductible des différentes prétentions à l'universalité et à contribuer ainsi à une refondation de l'universel qui ne surplomberait plus les singularités. Sur toutes ces questions et bien d'autres encore, la déconstruction reste une tâche requise. Pour ne pas en rester à des propositions générales, je voudrais pour finir revenir sur la question de l'éthique de et dans la lecture qui a toujours été au cœur du geste de Derrida pour qui lire un texte, répondre à l'injonction de sa singularité, c'est toujours se lier et se plier à un exemple. Dans son grand texte « Justice », il a souligné l'importance, je le cite, de cette rigueur inventive de l'analyse, certes, mais aussi le double souci de justice et de justesse, le souci proprement éthique d'articuler, dans la fidélité responsable au texte de l'autre,
des questions théologiques, ontologiques, épistémologiques, littéraires, et de le faire de préférence en privilégiant la performativité, ou plutôt la question du performatif. Fin de la citation. On n'insistera jamais assez sur la nécessité de relire tous ces textes de Derrida pour en tirer les leçons qui s'imposent sur la transformation en cours de la vie géopolitique, sur les effets des nouvelles technologies dans l'institution universitaire et dans la démocratie, sur les enjeux et les implications politiques des cultural studies dans l'université et sur tant d'autres questions brûlantes, comme il le dit encore dans ce texte. Car les questions politiques, au sens large et au sens strict, n'ont jamais été dissociées dans son travail, et il nous a rappelé plus que quiconque les enjeux sociopolitiques et historiques, les enjeux extra-linguistiques, extra-rhétoriques et surtout extra-académiques qu'il faut réapprendre à analyser rigoureusement au-dedans de ce qui est ainsi excédé. La responsabilité de la réponse chez Derrida excède d'une part le présumé donnant d'une lecture purement interne, elle excède d'autre part vers le politique, le social ou le juridique, les limites étroites d'une éthique. Elle déborde, comme il le dit, et la simple lecture et la morale au sens étroitement convenu, pour aller toujours plus loin, au-delà des catégories et des préjugés ou des prescriptions, vers ce qui appelle et ce qui s'appelle un souci inlassable et permanent de répondre. Qu'est-ce que répondre et comment répondre? Disons-nous en commençant. Derrida a toujours revendiqué le droit de lier dans son discours indissociablement l'émotion, la réflexion, les accents personnels de l'admiration et de l'affection aux tonalités plus neutres de l'analyse théorique, philosophique, voire institutionnelle. Et si, comme il l'écrit dans Justice, l'amour et l'amitié naissent dans l'expérience impartageable et néanmoins partagée, l'accord de deux renoncements à dire l'impossible, il n'a jamais oublié ni refoulé que la haine, la jalousie, l'envie, la cruauté, elles, ne renoncent pas. C'est peut-être pourquoi, dit-il, elles sont plus souvent parties liées au savoir, à la curiosité inquisitoriale, à la pulsion scopique et à l'épistémophilie. C'est pourquoi aussi il a éveillé par sa lecture des textes, quel que soit leur genre, notre attention au tressage des multiples voies narratrices ou narratives auxquelles il tient, en chaque lecture, à rendre justice et à toutes les clés qui auraient donné leur note à son discours. Il a aussi parlé de la lecture comme d'une éthique de l'amitié où il s'agissait d'être juste, et d'abord, précise-t-il dans son travail de lecture et d'écriture, j'ose penser que c'est la même chose, dit-il, le même ressort et la même loi, le même rapport à la loi. Et s'il faut répondre, et il le faut, je vais essayer encore, il lui faut répondre devant la loi, qui est le texte de l'autre, mais aussi comment, devant y répondre en y mettant du sien, en contresignant, il doit même risquer, par la performativité de sa réponse, de faire plus ou moins que répondre fidèlement à la demande du texte, risquer de mentir, donc, en ne répondant pas loyalement, tout en répondant de façon aussi propre que possible. Telle est donc la responsabilité de Derrida, celle qu'il aura faite aux pauvres arguments de ses détracteurs, si ceux-ci s'étaient donné la peine de lire ce qui s'appelle lire, ne fût-ce qu'une ligne pour penser à la hauteur des enjeux qui s'imposaient à lui et à nous aujourd'hui. Merci.